Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du plus gros problème du Barça cette saison, c'est-à-dire notre faiblesse défensive. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Pourquoi le Barça est aussi faible défensivement cette saison? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. C'est un peu la grosse différence avec ce qu'on a vu la saison dernière. La saison dernière, on avait une équipe très forte défensivement, surtout. C'est ça qui faisait le plus notre force, on va dire. C'est pas notre jeu, c'est pas notre force offensive, c'est vraiment notre force défensive, notre solidité derrière. Depuis le début de saison, on a concédé 10 buts. 10 buts, alors que la saison dernière, sur toute la saison, on a concédé 17 buts. On voit quand même une sacrée différence, en tout cas d'efficacité défensive entre la saison dernière et cette saison. On est quasiment sur le total de la saison dernière, alors qu'on est juste en début de saison, concrètement. On a juste fait 9 matchs de Liga. On n'a pas encaissé de but en Ligue des Champions. On a fait 2 matchs en Ligue des Champions, 9 matchs en Liga. Et on a déjà concédé quand même une bonne partie de tous les buts qu'on a concédés la saison dernière. Vous m'avez compris. Donc c'est pas uniquement une question de qualité de joueurs qui sont moins bons cette année, qui étaient meilleurs la saison dernière. Évidemment que oui, ça joue aussi un petit peu, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte là-dedans. Et on va essayer de regarder ça un petit peu de plus près. Donc qu'est-ce qui a vraiment changé entre cette saison et la saison dernière? Déjà, si on regarde en termes juste de composition d'équipe, bon, évidemment c'est assez facile et très réducteur, mais si on regarde le début de saison et la composition d'équipe, ce qu'on voit en début de saison, c'est qu'on avait quand même beaucoup de Sergi Roberto à droite et de Marcos Alonso à gauche. En tout cas, si on prend l'exemple de Villarreal, qui a été le match où on a encaissé le plus de buts, eh ben on a pris cher. On a pris cher parce que sur la droite, on avait Sergi Roberto et aussi Lamine Yamal qui a joué ce poste d'ailier droit. Donc on avait un couloir droit assez faible en termes de défense et en termes de puissance athlétique. On va dire que les retours défensifs de Lamine Yamal ne sont pas les mêmes que ceux de Rafinha dans un premier temps, évidemment. Et Sergi Roberto se faisait ouvrir sur son côté. Et de l'autre côté, Marcos Alonso n'était pas beaucoup plus fort, on va dire, pour défendre face à ces joueurs de Villarreal. Donc ça, c'est un fait. Ça n'explique pas non plus ce mauvais début de saison défensif. C'est pas parce qu'il y a juste Sergi Roberto et Marcos Alonso. Ce serait trop simple de leur mettre tout sur le dos, de mettre sur le dos nos problèmes défensifs d'uniquement les deux joueurs les plus indésirables de l'effectif. Ça serait beaucoup trop simple. Mais quand même, ça joue aussi un minimum. Mais ce qu'on a remarqué aussi en ce début de saison, dans un premier temps, c'est la petite forme de Christensen. Christensen qui n'a pas pu faire vraiment une préparation, on va dire, complète, qui s'est blessé pendant la préparation contre le Real Madrid, il me semble. C'est pas une très grave blessure, mais disons que ça n'aide pas à vraiment monter en puissance et arriver en début de saison au top, on va dire. Dans ce début de saison, on a vu un Christensen qui était un peu moins au niveau par rapport à la saison dernière. Puis à côté, on a Ronald qui est un peu moins bon cette saison que la saison dernière, déjà, enfin en ce début de saison, mais la raison aussi, c'est qu'il forcément, il s'est blessé encore une fois. Il a commencé ce début de saison en jouant à droite avec un Koundé dans l'axe cette fois-ci. On n'avait pas encore Cancelo qui était arrivé, donc en attendant, Ronald il a dépanné à droite et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est blessé. Je sais pas si le poste fait que il s'est plus facilement blessé, mais en tout cas ça a été le cas et on a perdu Ronald pour un bon moment et après à son retour, eh bien c'était pas le Ronald prime qu'on a vu la saison dernière. Donc dans un premier temps, on n'a pas eu Ronald parce qu'il était blessé et ensuite quand il est revenu, il n'était pas à 100% non plus. Ensuite on a Baldé sur le côté gauche qui en ce début de saison, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il n'est pas au top de sa forme, en tout cas offensivement, même si défensivement, c'est pas une catastrophe pour Baldé. Mais offensivement, on le sent un peu perdu, on le sent un peu déconnecté de l'équipe. Et ça joue forcément sur peut-être sur le moral, sur le mental du joueur. Ce qui fait que, il n'est pas dans la forme de sa vie. Et ça joue aussi forcément sur ce côté-là défensif. Mais pas que. Il n'y a pas que le moral du joueur ou le fait qu'il ne soit pas en forme. Il y a aussi son positionnement, mais ça, on y reviendra après. Le seul qui est au niveau en ce début de saison dans la zone, on va dire, défensive, chez les défenseurs, c'est Koundé. Jules Koundé qui est à un niveau exceptionnel depuis le début de saison, qui enchaîne les gros matchs, qui, malgré le fait qu'on soit dans une défense à deux, dans un système qui n'aide pas les défenseurs centraux, mais ça on y reviendra après comme je l'ai dit, malgré tout ça, il est quand même à un niveau assez exceptionnel. Malheureusement, il s'est blessé. Et oui, comme Baldé, il s'est blessé d'ailleurs avec sa sélection. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ne parlons pas non plus de Roberto, qui s'est blessé évidemment pendant la trêve, parce qu'il n'a pas été sélectionné avec l'Espagne. Il est resté à Barcelone tranquillement faire les entraînements et il s'est démerdé pour se blesser aussi. C'est
Génial. Donc dans un premier temps, ce qu'on remarque, c'est que le niveau des joueurs n'est pas forcément optimal, ou en tout cas pas tous en même temps. Christensen qui a démarré un peu moins bien, on va dire, qui est maintenant un peu mieux. Maintenant Koundé est blessé. Alvaro qui s'était blessé, qui revient et qui petit à petit va monter en puissance, mais qui avait un peu de mal au début. Baldé qui la saison dernière marchait sur l'eau pour essayer de prendre la place de Jordi Alba, qui cette saison est un peu moins bien. Cancelo qui est arrivé. Bref. On n'est pas sur, tu vois, tout le monde n'est pas au niveau en même temps. Koundé il a démarré très fort, maintenant voilà, il va être absent quelques temps, tu vois, c'est compliqué. Maintenant il y a eu un autre changement, un changement de taille on va dire, c'est que de nouveaux joueurs sont arrivés. Joao Félix, bon, Gundogan, ça n'a pas changé grand-chose au système, mais Joao Félix et Joao Cancelo sont arrivés et ça a changé le système. On est passé d'une défense à 3 dans l'animation avec Baldé qui prenait le couloir la saison dernière à une défense concrètement à 2. Donc beaucoup plus d'espace derrière à défendre pour moins de défenseurs. Compliqué. Donc je vais mettre quelques graphiques. Là sur ce premier graphique on voit c'est la structure de l'équipe sur la première mi-temps contre le Celta Vigo de cette saison là. Pas le meilleur match, donc le graphique est forcément pas ouf et pas forcément très représentatif non plus de tous les matchs exactement, mais en tout cas c'est un exemple. Mais on voit bien clairement qu'on a les deux centraux avec Alonso qui joue très haut et un Cancelo qui est très avancé, qui est au niveau des milieux de terrain. Donc maintenant on va comparer cette structure là à la structure du match. Alors évidemment j'ai pris encore un match qui n'est peut-être pas, c'est pas le même style. Là mon premier exemple c'est le match contre le Celta Vigo où on a eu quand même beaucoup de mal dans le match, avec le match donc contre le Real Madrid, le Classico en Supercoupe, la finale, où on leur a marché dessus. Évidemment, c'est pas le même contexte. Donc encore une fois, c'est un exemple. Ça représente pas, ça ne reflète pas parfaitement tout ce qu'on a fait sur une saison. Sachant qu'en plus, comme je l'ai dit, ce n'est pas le genre de match. Le Celta, eux, ils nous ont posé quand même beaucoup de problèmes, alors que contre le Real, bah, c'est comme si on avait joué contre notre petit cousin de 5 ans. Donc c'était quand même un peu plus simple. Mais bref, contre le Real Madrid, donc la saison dernière, on voit clairement nos 3 défenseurs centraux, un double pivot très axial qui est très dans l'axe, qui n'est pas forcément très espacé, qui couvre donc assez bien l'axe, et un Gavi un peu plus bas que Joao Félix actuellement, clairement. On peut d'ailleurs aussi remarquer autre chose, c'est la disposition des joueurs sur le terrain et les connexions entre les joueurs qui sont quand même, tout ça est quand même bien différent. La saison dernière, on avait un Busquets comme tour de contrôle avec un Frenkie très proche, Busquets très lié à ses milieux offensifs Pedri et Gavi, et à ses défenseurs centraux aussi. Gavi et Pedri qui fournissent les ailiers et l'attaquant de pointe, hein, donc Lewandowski. Si on regarde le graphique contre le Celta, on remarque un jeu très latéral avec des défenseurs qui touchent quand même beaucoup plus de ballons et des offensifs qui en touchent très peu. Aucune passe entre Joao Félix, Lewandowski, Gundogan ou Ferran Torres. Beaucoup de passes donc latérales entre les joueurs qui sont plus défensifs. Bref, comme je l'ai dit, le match était différent. Les deux matchs sont très différents et ça joue forcément sur notre façon de jouer. Donc la structure n'aide pas à être beaucoup plus solide que la saison dernière, évidemment. On est passé d'une défense à 3 à une défense à 2, comme je l'ai dit, donc des défenseurs qui sont presque livrés à eux-mêmes. On a un bloc très haut et évidemment quand les adversaires savent que on joue avec juste 2 défenseurs centraux et que nos latéraux sont beaucoup trop hauts, on va dire hors d'atteinte, c'est pas forcément le mot, mais disons qu'ils sont beaucoup trop hauts pour faire des retours défensifs, eh ben c'est plus facile. C'est plus facile pour les adversaires de nous avoir en contre-attaque, évidemment. Si tu as un ailier qui joue très haut, eh ben les défenseurs centraux ils vont être un peu écartés aussi. Le défenseur central il va devoir aller défendre sur l'ailier par exemple, et la personne qui est dans l'axe elle est en 1 contre 1 contre l'autre défenseur, tu vois. Donc si les deux centraux qui sont déjà que 2, donc c'est pas beaucoup pour subir quand tu subis des contre-attaques, qui doivent défendre des espaces quand même très grands en plus de ça, et qui en plus de ça sont peut-être un peu espacés par les appels des ailiers, des attaquants, c'est toujours plus compliqué. Comme je l'ai dit, en plus de ça, donc vu que notre bloc est très haut, les 2 défenseurs centraux doivent couvrir quand même un énorme espace dans leur dos, ce qui est quand même la meilleure qualité on va dire de Ronald. Ronald c'est un défenseur qui est très fort pour couvrir les grands espaces et pour corriger les erreurs des coéquipiers ou de l'équipe, en tout cas quand l'équipe fait une erreur, on va dire perd la balle et que il doit y avoir un sauveur, on va dire un gars qui va venir sauver, un gars puissant tu vois, qui va aider à sauver un peu cette équipe. Eh ben Ronald c'est là qu'il excelle aussi. Il est très bon dans le 1 contre 1, mais il est très bon aussi pour couvrir les espaces dans le dos parce qu'il est puissant, parce qu'il est athlétique. Et c'est pas forcément le cas de Christensen par exemple. Même si Christensen s'en sort, Ronald c'est un peu mieux tu vois. Et puis quand tu passes d'une défense à 3 on va dire pour faire ce job là à une défense à 2,
sans Ronald, c'est forcément plus compliqué. Donc Cancelo, qui a pris le poste de Koundé, qu'il avait la saison dernière, a beaucoup plus de liberté, donc aide beaucoup plus l'équipe offensivement. Ça c'est bien pour notre côté offensif, il aide, mais défensivement forcément, ça laisse beaucoup plus d'espace dans le dos. Baldé, comme je l'ai dit, est un peu plus déconnecté de l'équipe, joue très très haut, et forcément quand tu dois faire des grandes courses de 70 mètres, 50 mètres pour revenir en défense, quand tu commences à le faire plusieurs fois dans le match, ça commence à être plus compliqué de défendre. Forcément, tu commences à être un peu plus fatigué aussi. Si à chaque fois tu dois redescendre et faire une grande course de 50-70 mètres à chaque fois que tu perds un ballon, c'est compliqué. Les pertes de balles d'ailleurs, parlons-en un petit peu. Cette saison, nous avons perdu Busquets. Busquets s'est envolé vers d'autres cieux, vers la MLS. Et certes, Busquets était peut-être vieillissant, et le garder comme titulaire encore une fois cette saison n'était peut-être pas la solution idéale, je ne dis pas le contraire. Mais si on met de côté notre haine aveuglante et nos a priori, on va dire, sur le joueur, véhiculés par certains médias qui ont voulu mettre en concurrence, comparer Busquets et Frenkie. Oui, si Frenkie est triste dans sa vie, il joue au Barça, il y a quand même plus triste, mais si Frenkie est triste dans sa vie, c'est de la faute de Busquets. Donc tout ça, forcément, tu vois, alors que Frenkie, lui, était très ravi de jouer avec Busquets, il l'a dit à plusieurs reprises, forcément, très ravi qu'il y ait Busquets à côté de lui, puisque Busquets, quand même, c'est une certaine maîtrise à côté de toi, donc ça t'aide forcément à avoir beaucoup plus de liberté, évidemment. Maintenant que Roméo est arrivé, demandez à Frenkie si Busquets lui manque, je pense que la réponse elle est vite trouvée. Donc l'équipe a perdu Busquets, voilà, on va pas débattre sur ce sujet-là, mais en tout cas, vu qu'on a perdu Busquets, on a perdu une certaine maîtrise au milieu, ça c'est un fait, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il y a juste à regarder les matchs. Donc qui dit perte de maîtrise dit contre-attaque, et contre-attaque avec deux défenseurs centraux qui restent à couvrir des grands espaces, c'est compliqué. On voit une équipe qui est aussi peut-être trop précipitée, trop stressée, qui se presse à vouloir absolument attaquer tout ça, sans que le bloc équipe soit en place, on va dire, et ça n'aide pas non plus. Le problème, entre guillemets, avec le jeu de position, donc notre façon de jouer, c'est que on doit avoir une phase de préparation. Donc dans cette phase de préparation, on doit avoir toute l'équipe qui monte en bloc, faire des passes. Les passes permettent de désorganiser le bloc adverse plutôt, et aussi ils te servent à bien te positionner, que les joueurs soient bien positionnés, comme ça en cas de perte de balle, si jamais tu perds le ballon, tu fais une mauvaise passe, le gars dribble, il n'arrive pas à dribbler, il perd la balle, ton équipe elle est déjà bien en place, le bloc est en place et te permet de faire un contre-pressing efficace. Si tes joueurs n'ont pas le temps de se positionner, si tu perds la balle, ils sont trop loin du gars qui a récupéré la balle, de l'adversaire. Ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas presser. Le contre-pressing, c'est peut-être 3-4 joueurs qui vont venir harceler le porteur directement à la perte de balle en environ 5, 6, 7 secondes, 8 secondes peut-être. En tout cas, ils ont, on va dire, à peu près une dizaine de secondes pour récupérer la balle. Sinon, après, ils vont se faire avoir en contre et c'est pas bon. Donc, à la perte de balle, il faut que le bloc soit bien en place pour pouvoir harceler le gars direct et l'enfermer direct qu'il n'ait pas de solution. Si ce n'est pas le cas, si le gars, tu n'arrives pas à le presser efficacement, eh ben, il va avoir les solutions. Il va trouver les solutions plus rapidement et on va se faire avoir en contre-attaque. Et si tu prends une contre-attaque avec deux défenseurs derrière, avec des grands espaces, c'est compliqué. Donc sans la maîtrise de balle, avec un peu de précipitation dans le jeu et un bloc qui n'est pas bien en place et des latéraux qui sont très hauts sur le terrain, sans que ton bloc soit en place en plus de ça, les contres sont un peu plus fatales. Donc tout ce melting pot un peu mélangé de choses un peu négatives, ça, tout ça fait que tu subis quand même beaucoup plus de frappes. Et si tu subis des frappes, ça fait plus de buts. Jusque là, c'est un peu logique. Donc là, je vous affiche un nouveau graphique. Encore, on aime beaucoup les graphiques dans cette vidéo. On peut voir donc sur ce petit graphique que toutes les frappes que le Barça a subies en Liga cette saison, pour la plupart, viennent de l'intérieur de la surface. On remarque que les buts attendus, les expected goals, sont à 8,48 et qu'on en a pris 10. Donc ce qui fait qu'on a un manque d'efficacité défensive aussi. On encaisse plus que ce qu'on devrait par rapport aux frappes qui sont pas aussi dangereuses que les buts qu'on prend, enfin vous avez compris. Donc si on analyse un peu ce graphique, qui n'est pas forcément très simple non plus, on peut en conclure tout simplement que notre équipe subit beaucoup de frappes, dont la plupart donc sont dans la surface, à l'intérieur donc de la surface. Une défense donc qui laisse beaucoup trop rentrer les attaquants dans la surface, ce qui apporte beaucoup plus de danger sur le gardien, et un gardien qui est aussi qui est moins sauveur cette saison que la saison dernière. Ter Stegen c'est pas que Ter Stegen est si mauvais que ça cette saison, mais quand on compare avec la saison dernière, on avait aussi un Ter Stegen qui était beaucoup plus sauveur.
dans ses buts, qui avait l'impression d'être imparable, le gardien. Il pouvait sauver, faire des parades monstrueuses et aussi rassurer peut-être cette défense, et tu te dis que ça passera pas avec ce Ter Stegen là. Et c'est pas que donc Ter Stegen est beaucoup plus mauvais, là on voit quand même qu'il subit beaucoup de frappes, mais c'est, quand on regarde le graphique, on voit que c'est pas des frappes si dangereuses que ça, et pourtant il encaisse. On le voit de toute façon, avec les expected goals. Ce n'est pas uniquement la faute du gardien, c'est pas ce que je dis, mais ça joue aussi dans tous ces problèmes défensifs. C'est que on devrait, quand on voit les buts attendus, on encaisse plus que ce qu'on devrait, concrètement. C'est calculé par rapport aux frappes, au danger des frappes, tu vois. Si des frappes sont pas spécialement dangereuses, mais qu'on se prend des buts, c'est pas normal. Donc évidemment que le bloc équipe, le système, notre système aussi un peu plus offensif que la saison dernière, et peut-être aussi le niveau un peu général de l'équipe ou des défenseurs n'aide pas Ter Stegen, évidemment tout ça joue. Ce n'est pas uniquement soit Ter Stegen, soit c'est la faute d'un joueur, de la défense, c'est la faute de Robéou, c'est la faute de Joao Félix qui est plus offensif comme comparé à Gavi la saison dernière. Non, c'est un ensemble en fait. Tout ça, c'est un ensemble. Et c'est pas uniquement la faute du coach aussi. C'est au coach de trouver des solutions, évidemment, forcément. En termes de système, c'est lui qui organise l'équipe, tout ça. Mais ensuite, c'est tout un mélange aussi qui fait que on n'est pas aussi efficace défensivement. Alors maintenant, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions à nos problèmes? La première solution qui nous vient un peu, on va dire, à l'esprit, l'idée, c'est d'attendre le retour des joueurs qui sont blessés, évidemment, parce que si, par exemple, on a un retour de Frenkie et de Pedri, au milieu, on aura forcément donc plus de maîtrise. Et qui dit plus de maîtrise, dit moins de pertes de balles, moins de contre-attaques. Et donc, peut-être moins de buts. Deux joueurs qui apportent quand même beaucoup donc dans la maîtrise de balle, mais aussi dans le contre-pressing et dans les retours défensifs. Pedri, il fait quand même beaucoup, même si c'est un joueur offensif, il fait quand même beaucoup les efforts dans le repli défensif. Et Frenkie, il a quand même un gros volume de jeu. Frenkie, c'est assurance tout risque, c'est-à-dire que quand tu lui donnes le ballon, il va avoir très peu de déchets, pas forcément dans la passe, mais en tout cas dans ses portées de balle. On va dire quand il va porter la balle vers l'avant, il va quand même très peu perdre le ballon. Déjà, il a une bonne couverture de balle et il a un gros volume de jeu. Donc c'est-à-dire que quand on perd la balle, il va aussi compenser les montées de Baldé. On l'a vu la saison dernière, souvent Frenkie, quand Baldé montait, Frenkie se plaçait presque en latéral gauche, tu vois, dans cette zone-là, un peu plus haute, on va dire, que les défenses, que la ligne défensive, mais il était entre la ligne défensive et Baldé, tu vois, il y avait ce petit lien. Donc forcément qu'avec le retour de Frenkie, ça va être aussi bien différent. Autre solution, le changement de système. Nouveau graphique, et oui, on n'arrête jamais avec les graphiques. Dans les derniers matchs, ce qu'on a pu remarquer, c'est que Xavi a tenté autre chose. L'absence de certains joueurs, forcément, ont peut-être forcé le coach à revoir un peu son système, mais on voit très clairement du coup un 4-3-3. On voit que cette structure-là de l'équipe est quand même bien différente de la structure qu'on a vue en début de saison, avec un Cancelo beaucoup plus haut, un Baldé beaucoup plus haut. Donc ça, c'est un exemple contre Séville, avec un Cancelo qui est plus proche de ses défenseurs, mais surtout Baldé un peu plus bas, et un Joao Félix sur l'aile est moins axial, on va dire. Un Gundogan donc en 6, avec un Gavi qui est pas très loin. Problème là-dedans, quand même, ce qu'on voit, donc c'est pas un problème forcément défensif, mais ça va être un problème de jeu, de construction et de qualité, de dangerosité, on va dire, offensive sur l'adversaire, c'est qu'il y a très peu de liens entre les joueurs offensifs. Quand on regarde la saison dernière, on avait un bloc très resserré avec uniquement Dembélé qui était quand même assez loin, à l'image de Lamine Yamal là sur ce graphique, qui a été utilisé un peu comme ça. Ça va être le déclencheur, l'accélérateur d'action Dembélé. Ça va être donc une grosse maîtrise de balle dans un bloc très resserré qui va faire le jeu avec, à partir du moment où tu envoies le ballon à Dembélé, c'est lui qui va accélérer le jeu, c'est lui qui va déclencher l'action, tu vois. Là c'est un peu la même chose avec Lamine, mais sauf que on a un bloc qui n'est pas forcément très compact, donc un peu moins de liens. On a quasiment aucun lien entre Gavi et Gundogan, aucun lien entre Gundogan et Lewandowski, aucun lien entre Joao Félix, Lewandowski, Rafinha, Fermin Lopez et Lamine, donc des offensifs qui se trouvent très peu. Et comme d'habitude, des passes en tout cas qui se font pour la plupart entre la défense et le milieu défensif, on va dire, donc des joueurs plus défensifs. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a un bloc beaucoup plus bas. Donc ça, c'est pour sécuriser le côté défensif. Forcément, on a des joueurs qui évoluent moins haut sur le terrain, au cas où, pour pas se faire prendre en compte. Des joueurs qui sont donc des latéraux qui jouent moins haut, mais ça nous produit un football quand même beaucoup moins dangereux, on va dire, pour l'adversaire. Donc je pense que Xavi n'a pas encore trouvé la solution ou le juste équilibre, en tout cas, entre une équipe défensive, on va dire défensive et offensive. Donc proposer un jeu offensif intéressant, plaisant, et avoir quand même une sécurité derrière pour éviter de se
se faire ouvrir, quoi. Le but, c'est pas non plus d'être très bon offensivement, mais derrière de te faire ouvrir. Tu sais, si tu mets 5 buts, mais que t'en prends 5, c'est pas forcément la folie. Alors évidemment, si t'en mets 6 ou 7, mais que derrière t'en prends 3, on va dire que c'est pas très grave, mais tu vois ce que je veux dire. Probablement qu'avec le retour de Frenkie, de Pedri dans quelques temps, plus les défenseurs qui vont revenir aussi au top, Araujo, Koundé, tu reviendras de blessure, Christensen, voilà, un Inigo Martinez aussi, peut-être qu'il va monter en puissance, ça t'apportera plus d'outils, peut-être que Xavi aura plus d'outils dans sa boîte à outils pour proposer quelque chose et trouver des solutions, évidemment. Le Barça devra peut-être aussi réfléchir à revenir à une défense à 3. Je pense à ça évidemment. Quand on regarde la saison dernière, on avait une défense à 3, une animation évidemment avec un Baldé qui montait. Mais cette saison, on voit que Baldé a un peu plus de mal. Peut-être que ça serait pas une mauvaise idée aussi de faire souffler un petit peu Baldé de temps en temps, de tester Cancelo à gauche par exemple avec une défense à 3, Christensen, Koundé et Araujo par exemple, ou même Inigo Martinez de temps en temps, et changer avec ça, forcément tourner, et avoir donc une assise, une solidité défensive, tu vois, une base avec 3 défenseurs centraux, donc qui t'assure un peu plus de sécurité derrière, avec un Cancelo toujours aussi libre de faire ce qu'il veut, libre de nous proposer un peu de folie dans ce jeu-là, mais à gauche, tu vois. À gauche. On sait que Joao Cancelo, il a souvent joué dans le couloir gauche, que ça soit à City ou même au Bayern. Et il l'a dit récemment, quand il était là en trêve avec le Portugal, il a dit qu'il se sentait presque plus à l'aise quand il jouait à gauche. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas? Donc je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas les solutions toutes faites non plus pour le Barça. Il faudra faire des tests encore une fois. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra quand même trouver la solution au bout d'un moment parce que le calendrier est infernal. Le calendrier, les matchs vont s'enchaîner. Là, rien que là en retour de trêve. Donc on n'a pas forcément le temps. Le calendrier infernal ne nous attendra pas pour trouver une solution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu en tout cas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.